Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le lundi 16 novembre 2015. Vous assistez à l'émission Morning Meeting. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Je pense que vous m'entendez convenablement, à la fois le son et l'image. On va faire un point sur les marchés actions, les places boursières qui se reprennent après avoir ouvert sous pression. Les pressions du fait des titres liés au tourisme et à la consommation, notamment la consommation de luxe. Alors, il vous suffit aujourd'hui d'observer la hiérarchie titres du CAC 40 pour observer que des titres comme Kering, Accor, LVMH sont sous pression. La consommation courante de manière générale, surtout celle liée aux produits de luxe, avec les grandes artères parisiennes peut-être qui vont souffrir là où il y a des points de vente de ces grandes sociétés de luxe. Et puis reprise au contraire des titres liés au pétrole avec un rebond du prix des matières premières alors qu'elles avaient chuté donc la semaine dernière. Alors le marché sur le plan des fondamentaux reste sous l'influence de la pente doucement haussière de la croissance économique au sein de la zone euro. Le marché se projette toujours sur une action très forte de la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain, du fait du contexte économique mondial, notamment la poursuite du ralentissement de l'activité économique en Chine, du fait de la divergence dans la reprise économique au sein de la zone euro, la faiblesse des exportations, surtout la faiblesse de l'investissement des entreprises, alors qu'au contraire, la consommation domestique se reprend au sein de la zone euro, et avec bien sûr le rôle positif de la baisse du prix des matières premières. Bref, je n'irai pas au-delà dans l'introduction fondamentale, je suis en train de vous préparer un article qui fait la synthèse de toutes ces choses-là, dans lequel je parlerai de la zone euro, des entreprises de la Chine. Techniquement parlant, reprise depuis l'ouverture des grands indices boursiers de la zone euro sur des seuils techniques majeurs. Alors, ces seuils techniques sont importants parce que ils avaient délimité la partie haute de range en août, en septembre et en octobre et avaient été débordés par le haut le 22 octobre dernier quand justement la Banque Centrale Européenne, à travers une conférence de presse très explicite de Mario Draghi, avait laissé envisager quelque chose le 3 décembre prochain. Maintenant, moi j'ai vraiment le sentiment que le 3 décembre prochain, l'action de la Banque Centrale Européenne sera très très forte. On peut envisager qu'elle concerne à la fois les taux, pourquoi pas un taux directeur négatif, à l'image de ce que pratique par exemple la Banque nationale suisse, et surtout une extension du programme de quantitative easing qui je pense se fera sur tous les aspects. Alors la durée, le volume, la liste des actifs éligibles. L'Eurostoxx 50 réagit sur un seuil à 3300 points. Alors il ne faut pas croire que le marché ne va pas retomber dessus, pour l'instant c'est une première réaction positive. Mais on peut s'attendre à de la volatilité, essentiellement liée justement donc à ces titres de l'hôtellerie, de la restauration, des voyages, en dehors du CAC 40, aéroport de Paris, Air France, compagnie aérienne, donc l'hôtellerie. Euh, la consommation courante, essentiellement la consommation courante liée au tourisme, et notamment celle des produits de luxe, notamment des grandes boutiques parisiennes sur les grandes artères, etc. C'est ce qui a agi ce matin à la baisse, mais dans des proportions qui, somme toute, sont quand même limitées. Après tout, il faut quand même rester prudent, puisqu'on est encore dans une période de risque. Ce qu'on peut dire, selon l'analyse technique désormais, et on a donc bien sûr une intervention de Mario Draghi. Ce qu'on peut dire du point de vue de l'analyse technique, c'est que les seuils importants tiennent pour le moment. Par contre, le marché peut revenir les tester. 3300 points sur l'Eurostoxx 50, qui était donc un point d'entrée, dans le sens de la dynamique en place depuis la fin du mois d'août. 4730 points sur le CAC 40, avec une belle réaction. Il est 11 heures. À 11 heures, on dispose des premières bougies japonaises H4 de la session européenne. Puisqu'entre 7 heures, fin de la session asiatique, et 11 heures, il y a donc une bougie japonaise H4, qui est un horizon de temps important pour le swing trading et des stratégies à mettre en place pour le début de la semaine. Ce que j'observe, ce sont des chandeliers de réaction positive sur des supports importants. Par contre, entre le scénario qui verrait les résistances dépassées ou un nouveau test des plus bas de ce matin, pour l'instant, il est difficile de répondre. 4720, 4730 sur le CAC 40, 10 500 points sur le DAX, 3300 points sur l'Eurostoxx 50 sont autant de seuils décisifs qui avaient été débordés précisément le 22 octobre lorsque le marché a réagi très favorablement
à une conférence de presse de Mario Draghi qui disait en l'état, le 3 décembre prochain, nous agissons. Alors, voilà donc pour l'instant ce que l'on peut dire. Après, reste que les indices européens ont maintenant au-dessus de leur tête des résistances, des seuils qui ont été brisés la semaine dernière. Je pense malgré tout que ce marché eh bien, peut remonter en direction de ces sommets du début du mois de novembre, pas forcément en ligne droite, mais l'idée c'est que si le marché présente à nouveau l'opportunité de tester ces seuils importants, 10 520 sur le DAX, 4 730 sur le CAC et surtout 3 300 points sur l'Eurostoxx 50, je pense que ces seuils sont des seuils justement qui sont des seuils d'achat. Alors, pour les indices boursiers de la zone euro, voilà moi ce que l'on pouvait dire. Maintenant, lorsque l'on adopte une approche intermarché, donc on étudie la façon dont différentes classes d'actifs peuvent fonctionner les unes avec les autres, ce qui moi m'intéressait ce matin, c'était le fait de voir à la fois les indices boursiers sur support et l'USD Yen. Alors, l'USD Yen progresse pour deux raisons. D'une part parce que il est haussier depuis le milieu du mois d'octobre. L'USD Yen, je pense, est en train de finir de construire une vague 4. Alors, le quatrième temps dans la reprise en place depuis le 15 octobre. J'attends une nouvelle impulsion. Je pense que ce marché reviendra tester les 123,75. Il y a deux choses sur l'USD Yen. Il y a d'une part son rapport au risque, avec très rapidement ce matin, suite au gap baissier d'ouverture, une remobilisation des acheteurs qui ont donc entre guillemets profité de la volatilité des pressions vendeuses sur le secteur du tourisme et de la consommation pour se positionner long. Et d'autre part, ce matin, le seul chiffre macroéconomique à commenter de la session asiatique, la croissance économique au Japon au troisième trimestre, attendue négative, mais ressortie plus négative que prévu. Le Japon est probablement le pays développé qui souffre le plus du fait que pour le moment, le ralentissement de la croissance économique en Chine n'a pas trouvé de plancher. C'est-à-dire que le ralentissement continue de se développer. Donc le marché n'a toujours pas encore une vision claire sur à quel niveau la croissance économique va ralentir en Chine. Et donc ce qui, de manière générale, exerce une pression sur le yen. Et vous pouvez regarder l'AUD yen, vous pouvez regarder le GBP yen, l'USD yen. Il y a un mouvement vendeur général sur le yen japonais, à la fois dû à la macro domestique japonaise et au lien entre la dynamique du yen et la façon dont les capitaux se répartissent sur le risque sur les marchés financiers. Le taux de change USD-Yen réagit donc ce matin dans un bas de canal haussier, en place depuis le 15 octobre dernier. Actuellement, il teste la partie haute d'une espèce de formation élargie qui, je pense, représente une sorte de drapeau avant de reprendre la dynamique précédente. Par contre, entre les deux scénarios qui sont est-ce que le marché peut revenir à nouveau tester le bas de canal, parce qu'en réalité il ne l'a pas testé précisément, à savoir est-ce que le marché peut revenir tester 122,50, 122,20 comme revoir le DAX, retester 10 000, pourquoi pas envisager un double creux sur 10 520 sur le DAX, on peut parfaitement y revenir. Ce qui est certain c'est qu'on était sur support à l'ouverture de la session européenne. Il y avait certes des trous de cotation sur les marchés actions, mais ils étaient tous réalisés sur des supports importants. Les 4730 du CAC, 3300 de l'Eurostoxx 50, et c'est surtout, ce sont surtout les 3300 points de l'Eurostoxx 50 qui sont suivis par les investisseurs internationaux. Alors d'ailleurs, je me suis posé la question de l'impact des événements parisiens sur la cote européenne, et c'est probablement ça qui a fait réagir l'Eurostoxx 50 favorablement, à savoir que le secteur du tourisme, la consommation courante, ce sont essentiellement pour le moment les titres français qui sont sous pression. Il n'y a pas un impact énorme sur la cote européenne de ce secteur-là. Mais en effet, dans le CAC 40, Accor, Kering, LVMH sont sous pression. Essentiellement la consommation de détail liée au luxe, et donc à savoir celle qui est dépendante aussi des flux touristiques, et notamment des flux touristiques dans la capitale. Mais les pressions vendeuses ne sont pas non plus excessives. Donc je pense que le taux de change USD-Yen est en train de repartir de l'avant. Maintenant il teste la partie haute de cette structure élargie. Est-ce qu'il va la déborder ou pas? Ce qui est certain, c'est que les 123 sont une résistance. On peut envisager de revenir dans le bas de canal, puisqu'on ne l'a pas testé précisément. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera à nouveau une opportunité de se placer. Je vais vous montrer, moi, les chiffres du jour.
les chiffres de la semaine, lorsque je filtre le calendrier économique sur DailyFX, lundi 16 novembre, le calendrier met bien en évidence le chiffre du jour, qui est donc le produit intérieur brut annualisé au Japon au troisième trimestre, moins 0,8, attestant à la fois pour le moment de l'absence d'effet du, je ne sais pas où ils en sont, programme de quantitative easing de la Banque centrale du Japon, et surtout le fait que le Japon, lui, il souffre clairement du ralentissement économique en Chine, et notamment de la poursuite du recul du niveau des importations chinoises. Parce que forcément, euh, la Chine importe beaucoup de matières premières, elle importe aussi des produits manufacturés, et forcément le Japon exporte beaucoup de ces produits à haute valeur ajoutée vers la Chine. Ce qui est moins le cas des pays de la zone euro qui en souffrent moins, comme l'a montré vendredi dernier la poursuite du taux de croissance positif au troisième trimestre, donc au sein de la zone euro, même si c'était inférieur aux attentes. Moi je pense qu'au fond, la stratégie la plus claire qui reste celle qu'il faut mettre en place d'ici la fin de l'année reste la stratégie d'achat du dollar américain, en accord avec les fondamentaux. L'analyse technique, elle donne un message limpide, à savoir que l'euro-dollar reste baissier et le restera tant qu'il se maintiendra sous les 1,08. Je pense que ce marché peut tomber à 1,0520 d'ici la fin d'année. L'USD Yen, idem, je pense qu'il peut se reprendre en direction des 124-125 d'ici la fin de l'année. Il y a un signal très positif qui avait été donné il y a 8 jours. C'est le débordement de la parité sur l'USD-CHF. Et ce qui moi actuellement m'intéresse, c'est que l'USD-CHF égale 1 dollar américain égale 1 franc, correspond à la résistance des 1,08 10 dollars sur l'euro-dollar. Alors je vais en parler d'un point de vue technique, mais j'ai le sentiment que cette semaine, le support à 1,0675 de l'euro-dollar va casser. Et je pense que typiquement le type de semaine qu'on vit ici sur le plan des fondamentaux classiques du marché des changes, vous les avez sous les yeux, hormis les minutes de la Fed qui sont simplement un communiqué de presse, un rapport qui mettra en évidence ce que nous connaissons déjà de la Fed, à savoir la probabilité qu'elle augmente ses taux, pas forcément en décembre, mais qu'elle finisse par le faire, et surtout le fait que l'inflation aux États-Unis au mois d'octobre devrait être confirmée à 1,9%, ce qui est énorme. Alors certes, c'est l'inflation globale, hors alimentation et énergie, mais 1,9%, c'est beaucoup. Et c'est proche de la cible de la Fed, même si ce n'est pas cet indice des prix qu'elle étudie. Malgré tout, on voit bien la différence avec les chiffres en provenance des autres grandes économies développées, notamment la zone euro et le Japon. Donc lorsque moi je regarde le calendrier économique, je me dis que typiquement c'est le genre de semaine où il n'y a pas d'événements majeurs sur le plan des fondamentaux classiques. Le PIB c'est bon, on a pris connaissance des chiffres du troisième trimestre, il n'y a pas la Fed, il y a les minutes mais il n'y a pas la Fed. Il n'y a pas la Banque Centrale Européenne. Les grosses statistiques américaines, notamment les ventes au détail, qui en plus étaient décevantes, mais ce qui n'a pas empêché le dollar américain de monter. Alors, quand les chiffres sont décevants et que ça n'empêche pas l'actif de monter, c'est vraiment que cet actif a envie de monter. Pourquoi? Parce qu'au fond, on se projette que sur la distorsion des politiques monétaires, qui pourrait s'accroître en décembre, pas forcément du fait de la Fed, elle fera probablement rien du tout. Mais les autres, elles continuent d'étendre leurs mesures. Et vous allez voir, je pense que le 3 décembre prochain, on aura quelque chose de significatif de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc typiquement, là où je voulais en venir, c'est que le type de semaine qu'on va vivre du point de vue des agrégats économiques habituels devrait tout simplement entretenir les tendances. Et donc, il faut faire confiance au niveau technique pour accompagner ces tendances. Alors, on a des réactions sur support, des supports qui étaient assez évidents sur les grands indices boursiers de la zone euro. Et si vous vous posez la question de ces supports, fiez-vous au guide, l'Eurostoxx 50, qui est le seul indice globalement observé pour ses niveaux techniques par les investisseurs internationaux. S'ils veulent se poser la question où en sont les actions de la zone euro, eh bien vous pouvez constater que ce matin, le choc de volatilité à l'ouverture sur les 3300 points a tout de suite rallié des acheteurs. Quand même 75 points de reprise depuis ce matin, c'est énorme. 75 points sur l'Eurostoxx 50, c'est énorme. Donc il y a peut-être l'achèvement d'un cycle de prise de bénéfices qui a commencé au début du mois de novembre sur les marchés actions de la zone euro. Et c'est ce que suggère aussi l'analyse technique du taux de change USD-Yen, qui est probablement le taux de change
le plus corrélés au risque. Alors, l'USD Yen sur le marché d'échange, c'était la stratégie d'achat de ce matin, à l'ouverture de la session européenne. Maintenant, l'euro-dollar, il ne se passe pas grand-chose, mais ce que fait l'euro-dollar est, est très propre en fait. Un range dans un canal de baisse, après avoir suivi une impulsion baissière le 6 novembre dernier, donc ça devait être le NFP. Depuis, il fait un range entre 1,0675 et 1,0810. Je pense que la probabilité d'en sortir par le bas est forte, et je pense qu'elle reste très élevée, et qu'on peut utiliser le niveau de la parité à 1 de l'USD-CHF pour s'en convaincre. Dans tous les cas, il y a une ligne de tendance baissière qui attrape tous les sommets de l'euro-dollar depuis le 15 octobre. Le marché dérive à plat et je pense qu'à son contact, il en subira un rejet. Alors forcément, suite aux événements du week-end, on peut envisager que si des personnalités de la Banque Centrale Européenne doivent s'exprimer, ils confirmeront le fait que la Banque Centrale Européenne restera en soutien de l'économie. Et d'autre part, je pense que les minutes de la Réserve fédérale mercredi soir à 20 h vont créer une jambe de baisse. En fait, mercredi 18 novembre à 20 h, ce sera simplement les détails des votes de la réunion de la Fed qui a eu lieu il y a 2 semaines. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, mercredi jour pour jour, il y a 2 semaines, le communiqué de la Fed qui avait été publié à 19 h, parce qu'il y avait un décalage dans le basculement à l'heure d'hiver. Eh bien, l'euro-dollar avait dû perdre 100 pips en 5 minutes. Peut-être même moins que ça, en 1 minute. Je pense que les minutes vont simplement faire écho au communiqué de presse qui avait été publié il y a 2 semaines. Et si l'euro-dollar doit casser cette semaine les 1,0675, ce sera probablement mercredi. Et s'il le fait avant, bon bah alors le risque c'est carrément qu'il fasse un nouveau plus bas annuel avec les minutes de la Fed. J'ai encore le sentiment qu'on a une divergence baissière cachée en données 4 heures. Elle avait été très très propre, rappelez-vous, le 2 novembre. J'avais beaucoup insisté sur cette divergence baissière cachée sur le RSI lorsque le marché s'était positionné sous les 1,11. J'ai le sentiment qu'on nous refait le coup sous les 1,0810 et je pense que si le marché remonte à 1,0810, c'est justement l'occasion de le vendre, ce taux de change euro-dollar, pour viser d'une part 1,0675, mais je pense clairement les 1,0520 $, avant les fêtes de fin d'année. Et peut-être ce qui pourrait être le fameux rallye de Noël. Alors, le pétrole se reprend, forcément, vous n'avez pas manqué ça, alors que Accor recule, Peugeot, Crédit Agricole, etc. Aujourd'hui, si je prends la hiérarchie titre du CAC 40, le podium c'est quoi? C'est simple, Arcelor, Technip, Total. Arcelor, c'est les métaux industriels. Technip, Total, c'est oui vous l'avez dit très fort, le pétrole. L'énergie a chuté depuis le début du mois de novembre, en accord avec le contexte économique chinois. Ce que nous assistons ce matin sur le pétrole, c'est un rebond technique. Un rebond technique vers la première résistance du pétrole US Oil ici à 42,50. Je n'y vois pas grand chose d'autre à part un rebond technique. Le marché peut se stabiliser, faire un range, mais je pense toujours que le prix du pétrole est quand même bien parti pour rejoindre ses plus bas annuels. Alors pas forcément en ligne droite, mais voilà, il y a quelques rachats de positions vendeuses ce matin sur Arcelor, Technip et Total dans un très faible volume et dans des proportions extrêmement limitées. Mais en l'état, c'est ce qui est permis donc par un rebond technique. Je pense malgré tout que ce rebond technique du prix du pétrole ne va pas durer non plus hyper longtemps. On doit d'abord avoir un canal de baisse assez limpide. Si vous prenez le prix du pétrole depuis, alors je vais aller chercher ça précisément, voilà. Si vous prenez le prix du pétrole depuis les 48 $, le niveau où il était le 4 novembre dernier, eh bien vous avez en effet un beau canal de baisse. Un canal de baisse avec une première résistance swing à 42,50. On remonte vers la partie haute du canal et je pense que le marché pourra en sortir, enfin poursuivre finalement sa tendance. Je dirais que cette baisse du prix des matières premières reste quand même
un soutien à la consommation au sein de la zone euro. D'ailleurs, la bonne nouvelle des chiffres, lorsqu'on regarde en détail les composantes de la croissance économique au sein de la zone euro au troisième trimestre, c'était la forte consommation, en tout cas du point de vue de sa dynamique. Dans tous les cas, il y a de l'incertitude sur les marchés actions, c'est certain. Je pense qu'au fond, il y a des dynamiques qui restent assez limpides sur le marché des changes et c'est probablement pour les stratégies swing là où il faut aller. Là où il y aura peut-être moins de volatilité et des fondamentaux plus clairs, c'est la dynamique des paires majeures, et notamment de l'euro-dollar, de l'USD yen, de l'USD-CHF, etc. Et de manière générale du dollar américain. Si vous étudiez l'analyse technique de l'US dollar index de FXCM, c'est incroyable, mais ça a fini par se passer. L'US dollar index de FXCM fait des nouveaux sommets annuels. On a cassé début novembre les sommets du mois d'avril dernier. Donc l'US dollar index, qui a fait un range de 6 mois, eh bien on est sorti par le haut. Et il est même sorti par le haut d'un espèce de biseau d'élargissement qui existait depuis le mois de mai dernier. Donc c'est hyper haussier sur le dollar américain. En fait, pour dire la vérité, c'est surtout les autres monnaies qui baissent. Le dollar qui tient son chemin. Et je pense que là, l'US dollar index, en fait, a simplement fait un espèce de pullback sur les 12 130 points. En l'état, il y a une espèce de divergence haussière cachée cette fois-ci sur l'US dollar index que vous pouvez voir en étudiant le RSI H4. Donc au fond, je crois vraiment de plus en plus à celle qui est baissière et cachée sur le taux de change euro-dollar. Clairement, cette semaine, on attend une inflation solide aux États-Unis, hors alimentation et énergie, et on attend les minutes de la Fed qui devraient faire écho au communiqué de presse de la Fed il y a 2 semaines. Cette semaine, le dollar a donc toutes les bonnes raisons fondamentales de monter. Et puis vous ajoutez à ça les événements récents qui peuvent aussi attirer des capitaux vers le dollar US. Mais de manière générale, ce qui soutient le dollar américain, c'est la remontée des taux obligataires. Je vous avais montré ça avant de partir en congé sur le site TradingView, la remontée des taux obligataires aux États-Unis. Eh bien, je constate qu'ils ont progressé de 30 points de base de plus depuis une semaine, ce qui fait que donc, le marché reste quand même dans cette anticipation de voir, même si elle n'agit pas, la Fed continuer mois après mois d'assécher le niveau de la liquidité sur le marché monétaire aux États-Unis. Mois après mois, la Fed diminue la liquidité sur le marché monétaire. Elle ne remonte pas ses taux, mais elle, mois après mois, exige que les banques commerciales à qui elle a donné la liquidité en échange d'actifs financiers, eh bien ces banques commerciales ont contractuellement l'obligation de racheter à la Fed ces titres, qui peuvent être des obligations, des titres financiers divers et variés. Et donc forcément cela diminue la liquidité à la disposition des banques, puisqu'elles l'utilisent pour remettre dans leur bilan ce que la Fed leur avait sorti du bilan il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose de continu qui a lieu chaque mois et qui continue de soutenir le dollar américain. Donc je pense que cette semaine, l'US dollar index de FXCM va remonter à 12 220 points, ce qui devrait soutenir le taux de change USD yen, l'USD CHF et mener toujours plus bas le taux de change euro-dollar, avec risque de cassure du support à 1,0675. Si avant cela le marché remontait à 1,08, ce serait parfait pour une stratégie de vente. Alors, là aussi, je reviens un peu sur ce que l'analyse technique suggérait dès la fin du mois d'octobre sur l'évolution du dollar américain, c'est l'once d'or qui, après avoir longtemps tenu les 1162, avait fini par casser. L'once d'or reste sous pression. L'once d'or, malgré tout, se stabilise sur ses plus bas annuels. Mais je pense qu'ils sont en risque cette fois-ci d'être cassés. À court terme, l'once d'or se reprend, c'est un fait. L'once d'or se reprend, mais je pense que l'once d'or se reprend simplement au contact de sa première résistance à 1104 dollars. Il y a donc un vrai risque de le voir retomber tant qu'il se maintient sous les 1100 dollars. Bon, le cuivre, les matières premières, vous les avez étudiées dans le Commodities Market Report, elles sont de manière générale sous pression.
Le NZD USD est en train de sortir par le bas d'un range. Donc lui il reste sous pression. Le NZD USD va probablement retomber en direction des 0,6456. Lui il est passé vendeur depuis la cassure des 0,6650. Une jambe de baisse, là il fait un range. On en sort par le bas, on devrait perdre une trentaine de pips supplémentaires. Ce qui serait vraiment dommageable pour le NZD USD, ce serait de réintégrer les 0,6450 $. Et alors là on retombe à 0,6236. Ce qui est envisageable. La livre sterling, première résistance 1,5240 en risque de baisse sous les 1,5240. L'AUD USD, première résistance à 0,7150 en risque de baisse sous les 0,7150. Le GBP Yen, très belle stratégie d'achat à l'image aussi de l'USD Yen, avec un GBP Yen qui tient son canal de hausse et le support à 185,90. Je pense que le GBP Yen peut remonter à 188,27. Et bien sûr, cela ne vaut pas la stratégie d'achat de l'USD Yen, qui elle est quand même beaucoup plus propre. Et qui en plus tente vraiment de sortir par le haut. Donc l'USD Yen en fait il est en train de finir sa vague 4 quoi. Vague 1, une 2 flat qui a en plus retracé 38,2 de la 1. Et ce qui est intéressant c'est que la 4 a retracé 38,2 de la 3. Donc je pense que là l'USD Yen devrait cette semaine remonter à 123,75 et voire même potentiellement dépasser ces 123,75 pour aller rechercher donc les 125 yens. Qu'est-ce qui terminerait la reprise technique de l'once d'or? Eh bien ce serait de briser ce niveau horizontal ici à 1085. Il ne faut pas croire que le niveau peut céder tout de suite. La vraie résistance c'est 1100-1105 et pas 1096. Donc pour l'instant, soyons prudents. Il y a quand même cette possibilité de le voir remonter davantage pour rebaisser ensuite. C'est comme l'euro-dollar. Ce qui est génial avec l'euro-dollar, c'est qu'il dérive à plat et qu'il finira par rejoindre cette ligne de tendance baissière qui là je pense le fera chuter. Ce n'est que mon opinion bien sûr. Donc clairement en début de semaine, les marchés actions tiennent des seuils importants, mais aucune certitude que cela soit la fin de la baisse, surtout dans le contexte exogène actuel que nous connaissons. Écoutez, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces marchés actions, ces marchés financiers. Je me concentre sur les actifs majeurs, je reprends le contact avec les marchés financiers après 10 jours d'absence. Je vous prépare une synthèse fondamentale, j'aurai l'occasion de revenir sur les paires croisées plus tard. Je regarde quand même vos questions pour aller vers les actifs qui vous intéressent. Alors, Fifi, Mario Draghi s'exprime. Bah, écoutez, je pense que lorsque Mario Draghi s'exprime, ça a tendance à agir à la baisse sur le taux de change de l'euro. Alors, Fifi, l'AUD yen, le problème de l'AUD yen, c'est qu'il y a le dollar australien. Et que l'AUD et le NZD pâtissent des chiffres en Chine, mais l'AUD est plus fort que le NZD, ce que montre la dynamique positive de l'AUD-NZD, qui elle, je pense, a encore du potentiel, puisque l'AUD-NZD a d'ailleurs cassé cette ligne de tendance, il continue de se reprendre. Lorsque je vois la tenue de l'AUD-NZD, je pense que c'est surtout le NZD-USD qu'il faut shorter. C'est ce qui me paraît le plus adapté. Je positionne ça comme ça. On a cette belle ligne de tendance, la UDNZD qui pourrait faire un breakout et continuer de se reprendre. Je vais juste le regarder en données journalières. Ouais, c'est vraiment bien d'avoir réintégré en fait le niveau des 1,0850. Il y a une vraie possibilité de le revoir remonter à 1,10 et même davantage. Donc un meilleur comportement relatif du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Alors je vais regarder la UD yen quand même, parce que je le suis. Le yen est sous pression, l'AUD l'est aussi. Que dire sur l'AUD yen? Écoutez, pas grand chose, puisque globalement cela forme un range. Un range pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux devises sous pression. Je vais juste quand même tracer une ligne de tendance qui me paraît importante. Est-ce que le marché peut carrément la reprendre?
Honnêtement, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire sur la UD Yen. Il y a certes une ligne de tendance qui soutient un peu les cours, mais là-dedans, qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans, quoi? Rien, c'est pas directionnel. Les deux devises sont sous pression. Le yen peut l'être probablement davantage. Euh, non, le directionnel, c'est vraiment sur face au dollar américain que je pense qu'il faut ajuster les devises faibles. Alors, NZD, USD et CAD yen. Alors, le CAD yen se reprend à court terme parce que le yen se reprend. Bon, le marché réagit. Probablement une possibilité lors des prochaines heures de voir le CAD yen monter parce que le pétrole est en rebond technique après avoir fortement chuté en 3 semaines. D'autre part, forcément, les événements font que sur le plan géopolitique, ça soutient donc le prix du pétrole. Le yen, lui, est sous pression après les chiffres du PIB au Japon. Je pense que le CAD yen peut remonter jusqu'à 93. Euh, avec un premier support intéressant sur le CAD yen, ici. On reprend ça. 92,15. Donc 92-92-15 pour gérer son risque et pour remonter sur un 93 yen me semble une stratégie intéressante sur le CAD yen. Le NZD USD donne un signal de vente. Il casse par le bas un range. Il y a un seuil par contre swing qui est très fort ici à 0,6450. On va tomber à 0,6450. Et là, c'est ça qu'on est en train de casser sur le NZD USD. 0,6450 par contre c'est vraiment un seuil fort. Dans ce qui avait été propre, c'était la cassure des 0,6650, le pullback. Et ensuite le rejet. Honnêtement, de tous les taux de change, celui qui me parle le plus, ça reste l'euro dollar, quoi. Vraiment propre, cassant support sur support depuis l'échec sous la résistance extrême des 1,1450. Impulsion orange ou un 11, impulsion. On reteste un 0,810. On fait un range depuis la semaine dernière. Et je pense qu'on finira par en sortir par le bas après cette phase de dérive latérale. Alors, les taux d'intérêt augmentent, visiteurs. Je vous invite à aller voir sur TradingView. C'est sponsorisé par FXM, vous avez des prix de qualité. Et dans le mnémonique, enfin là où dans le symbole, vous tapez TNX. Et vous aurez le rendement obligataire américain à 10 ans. Et bien vous allez voir, il est passé de 1,80% à 2,30 en 2 semaines. C'est énorme. Et c'est ça qu'il faut suivre. Alors le GBP-NZD est toujours bien orienté, toujours soutenu par une figure de creux entre 2,25 et 2,30. Le GBP-NZD en plus doit évoluer dans un canal de hausse assez propre. En tout cas, une ligne de tendance intéressante. Et au moment où je vous parle, le NZD-USD est en train de tenter de dépasser une résistance. Bon, c'est tout simplement du chartisme de base. Euh, la dynamique elle est vraiment propre, il y a du potentiel. J'aurais tendance à dire que voilà, là vous avez un chandelier H4 qui n'est pas brisé, hein. Euh, mais en l'état, c'est ce qui pourrait entretenir cette tendance positive. C'est globalement c'est le dollar néo-zélandais qui est sous pression. Voilà. Ok. Bah écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, il y a tout un tas de prises de parole intéressantes, notamment de Madame Merkel, etc.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif au morning meeting. Prochain point de marché à 13 heures avec Sylvain, et puis bien sûr à 12 heures, une minute de silence suite aux événements de vendredi dernier. Merci à tous et je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture des marchés actions US. Je vous parlerai des actions, des indices boursiers américains, à nouveau des paires majeures, des matières premières. A tout à l'heure, ici même, 15h15.